Avant même qu'elle n'ouvre la bouche, il l'avait déjà étiquetée, la nouvelle, l'étrangère, celle qui devait baisser les yeux et marcher en silence. Mais lorsque Julien Lefebvre, fils d'un député influent, déchira sa jupe en plein milieu de la cantine du lycée Saint-Victor, devant une foule de regards avides, pensant l'humilier jusqu'à la faire disparaître, Aurore Dubois fit quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. En 60 secondes, elle ne se contenta pas de se défendre, elle alluma une étincelle qui allait consumer le silence oppressant, le privilège arrogant et la peur insidieuse qui régnaient dans ces murs. Ce n'était pas seulement une histoire de lycée, un simple incident entre adolescents. C'était le moment où une jeune fille, arrivée depuis à peine quelques semaines, refusa de s'effacer et, par un acte de courage mesuré, réécrivit les règles d'un monde qui croyait l'avoir déjà jugé. L'autocar s'éloigna dans un sifflement rauque, abandonnant un nuage de poussière ocre qui tourbillonna autour des baskets usées d'Aurore Dubois, plantées au bord du parking comme une voyageuse devant un tribunal inconnu. Le lycée Saint-Victor se dressait devant elle, imposant, avec sa façade de briques polies et ses colonnes blanches qui semblaient proclamer une autorité ancienne, presque monarchique. Un drapeau tricolore flottait dans la brise automnale, claquant doucement comme pour lui rappeler « Tu es sur leur territoire, maintenant ». Le soleil, encore bas, jetait une lumière dorée sur la pelouse impeccablement tondue, sur la fontaine en pierre où l'eau murmurait avec une élégance étudiée, et sur une plaque gravée à l'entrée. Lycée Saint-Victor, depuis 1870. Cette date parlait d'elle-même, tout comme l'uniformité des élèves qui franchissaient les portes, tout semblant sorti du même moule, riche, confiant, drapé dans une assurance qui semblait héritée de générations de privilèges. Aurore ajusta la bretelle de son sac à dos, un vieux modèle en toile qui avait vu trop de villes, et murmura pour elle-même « Allons-y, finissons-en ». Elle fit un pas, puis un autre, laissant derrière elle l'arrêt de bus et une part d'elle-même qu'elle n'avait pas encore appris à enfouir, un mélange de méfiance et d'espoir qu'elle portait comme une cicatrice invisible. Sa mère, Sophie, lui avait promis que ce déménagement serait différent, un vrai nouveau départ. Après des années de contrats précaires à Marseille, Lyon et Bordeaux, où elle enchaînait les gardes de nuit comme infirmière, Sophie avait enfin décroché un poste stable en tant qu'infirmière en chef dans une clinique privée de la ville. Leur nouvel appartement, bien que modeste, avait des murs solides, un chauffage qui fonctionnait et une petite fenêtre donnant sur un parc où les érables rougissaient déjà. C'était un progrès, un luxe même, comparé aux logements humides et bruyants qu'elles avaient connus. Mais Aurore, à 17 ans, ne croyait plus aux promesses de nouveaux départs. Ce lycée était le 3e en 4 ans. Le dernier s'était terminé dans une tempête, une suspension après une altercation, une vidéo virale d'elle défendant d'un camarade plus jeune, et des couloirs remplis de regards en coin qui la suivaient, comme des ombres. Elle s'était jurée, cette fois, de rester invisible, de garder la tête basse, de se fondre dans la masse. Pas d'incident, pas d'éclat, pas de raison pour qu'on la remarque. Elle avait appris à naviguer les courants hostiles des lycées, à calculer le juste espace qu'elle pouvait occuper sans provoquer de remous. Mais Saint-Victor, avec son odeur de citron des sols fraîchement nettoyés et d'ambition débordante, semblait déterminé à la tester dès le premier jour. L'intérieur du lycée était un musée de la réussite. Les vitrines débordèrent de trophées rutilants, rugby, escrime, aviron, même équitation, un sport qu'Aurore n'avait vu qu'à la télévision. Des banderoles proclamaient à des victoires en concours de débat, des médailles académiques, des participations à des simulations de l'ONU. Les couloirs, impeccables, ne toléraient ni fissures ni graffitis. Aurore trouva le secrétariat sans difficulté, un bureau en acajou, des orchidées blanches dans des vases en cristal, une télévision à écran plat diffusant en boucle des annonces scolaires sur des cours de latin avancé et des collectes pour des œuvres caritatives. La secrétaire, une femme d'une 50aine d'années aux lunettes élégantes et au chignon impeccable, leva les yeux avec un sourire professionnel, mais distant. « Vous devez être Aurore Dubois, transférée de Marseille, c'est bien cela. » Aurore hocha la tête, sa voix calme mais ferme, « Oui, madame. » La femme glissa un dossier manille sur le comptoir. « Votre emploi du temps, le numéro de votre casier, un plan du bâtiment. Votre salle de classe principale est avec Monsieur Dubois, oh, amusant, même nom de famille, salle 204, à l'Est. Bienvenue à Saint-Victor.
Aurore la remercia d'un signe de tête, attrapa le dossier et se tourna pour partir. Mais la porte s'ouvrit derrière elle, laissant entrer une bouffée d'air tiède et d'un parfum entêtant de bois de santal et d'arrogance. Une voix grave, qui ne demandait pas mais affirmait, brisa le silence. « J'ai besoin du planning de l'entraîneur Martin. Il a dit qu'il était ici. » La posture de la secrétaire changea subtilement, son sourire devenant plus formel. « Julien, bien sûr, je vais vérifier. » Aurore se retourna et le vit. Julien Lefebvre. Elle ne connaissait pas encore son nom, mais il n'en avait pas besoin. Grand, blond, les cheveux soigneusement rejetés en arrière, il portait son blazer bleu marine avec une nonchalance étudiée, comme s'il sortait tout droit d'une campagne publicitaire pour une marque de luxe. Son regard croisa le sien, et pendant une fraction de seconde, elle sentit une pointe acérée derrière ses yeux bleus, pas de l'intérêt, pas même du mépris, mais un calcul froid, comme s'il évaluait un adversaire. Son regard glissa de son visage à ses baskets usées, puis remonta, rapide, précis. Il esquissa un sourire, pas celui des amis, mais celui qui dit « Je t'ai déjà catalogué ». Sans un mot, il prit le dossier que la secrétaire lui tendait et sortit, laissant dans son sillage un silence chargé. La secrétaire soupira, comme si l'air redevenait respirable, et Aurore sentit son pouce s'accélérer légèrement. Elle serra la bretelle de son sac et quitta le bureau. Dans les couloirs, le lycée vibrait d'une énergie bruyante. Les élèves se saluaient bruyamment, les casiers claquaient, les professeurs slalomaient entre les groupes avec des piles de livres sous le bras. Un trio de filles en pull pastel, des cardigans dans des tons de rose et de lavande, s'arrêta de parler pour lui jeter un regard synchronisé, l'une d'elles se penchant pour murmurer quelque chose à l'oreille de sa voisine, un sourire narquois aux lèvres. Aurore continua, tête droite, mais elle sentit leurs yeux peser sur elle comme une main invisible. Un garçon maigre, peut-être en seconde, la frôla en hâte, trébuchant presque sur ses propres lacets. Il s'arrêta, jeta un coup d'œil nerveux vers la porte par laquelle Julien venait de disparaître, puis s'approcha d'elle. Sa voix était à peine audible dans le brouhaha. « Évite-le. Julien Lefebvre. C'est le fils du député. Il n'aime pas les nouveaux, surtout ceux qui... » Il s'interrompit, ses yeux fuyant vers le sol. « Enfin, fais attention. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il s'éclipsa dans la foule, avalé par le flot des élèves. Dès la 2e heure, en classe d'histoire, Aurore comprit ce que ces mots signifiaient. Monsieur Dubois, un professeur aux lunettes épaisses et à la voix traînante, marqua une pause en lisant son nom sur la liste d'appel. Aurore ? Dubois ? De Marseille, n'est-ce pas ? Intéressant. Il prononça Marseille, comme s'il s'agissait d'une planète lointaine, et des rires étouffés parcoururent en la salle. Aurore garda les yeux fixés sur son carnet, ses doigts serrant son stylo un peu trop fort. À l'heure du déjeuner, elle entendit son surnom, murmuré dans les couloirs, la Marseillaise. Les mots n'étaient pas criés, mais ils n'avaient pas besoin de l'être. Ils portaient, comme des flèches discrètes mais précises. Elle marcha, dos droit, regard fixé devant elle, appliquant une règle qu'elle avait perfectionnée au fil des années. Prendre juste assez de place pour exister, mais pas assez pour menacer. C'était une science délicate, une physique de la survie. Mais la véritable épreuve arriva en cours de littérature, dans la bibliothèque du lycée, un espace feutré aux étagères de chêne et aux tapis épais. Alors qu'elle cherchait un livre pour un devoir, Aurore trouva un carnet abandonné sur une table, à moitié caché sous une pile de revues littéraires. Les pages étaient remplies de poèmes en manuscrit, écrits à l'encre noire dans une écriture fine et nerveuse. Un vers la frappa, dans le silence, on apprend à crier sans bruit. Les mots semblaient vibrer, comme s'ils avaient été écrits pour elle, ou par quelqu'un qui connaissait le poids des regards et des chuchotements. Elle glissa le carnet dans son sac, le cœur battant, comme si elle venait de trouver une carte au trésor. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début, une connexion invisible avec une âme anonyme qui, peut-être, comprenait. Ce soir-là, dans sa chambre, sous la lumière pâle d'une lampe de bureau, Aurore ouvrit un nouveau carnet. Pas pour écrire des poèmes, mais pour consigner ce qu'elle voyait, ce qu'elle entendait,
ce qu'elle subissait. Chaque regard en coin, chaque murmure, chaque chaise tournée pour l'exclure de la vision périphérique d'une camarade. La Marseillaise, l'étrangère, celle qui ne sait pas où est sa place. Elle nota tout, méthodiquement, comme une archiviste de sa propre survie. Ce n'était pas pour se venger, pas encore. C'était pour se rappeler qu'elle existait, même lorsque le monde semblait décidé à l'effacer. Le lendemain, la cantine devint le théâtre de l'affront final. Aurore entra, son plateau en main, sentant déjà le poids des regards. Julien Lefebvre trônait au centre de la salle, entouré de sa cour, des garçons en blazers impeccables et des filles aux rires trop aigus. Elle choisit une table à moitié vide, près de la fenêtre, espérant d'un instant de répit. Mais le silence s'épaissit, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Puis la voix de Julien, basse, claire, tranchante comme une lame enveloppée de soie, « Tu es dans mon siège ». Aurore leva les yeux, son regard planté dans le sien. Il n'y a pas de nom dessus. Les sourcils de Julien se haussèrent légèrement, son sourire s'élargissant, mais il n'était pas chaleureux. C'était le sourire d'un prédateur jouant avec sa proie. « Pas besoin ?» répondit-il. Autour d'eux, les fourchettes s'arrêtèrent et, les téléphones se levèrent, l'air devint électrique. Julien s'approcha, penché sur la table, sa voix baissant pour n'être entendue que d'elle, « Je ne le dirai qu'une fois. » Aurore posa son sandwich, lentement, délibérément. « Moi aussi. » Le monde sembla s'arrêter. Puis, avec une lenteur théâtrale, Julien tendit la main, saisit l'ourlet de sa jupe et tira. Le tissu, usé par trop de lavage, céda dans un bruit sec, comme une page qu'on déchire. La jupe se fendit, révélant les leggings noirs qu'elle portait pour s'entraîner. Des rires étouffés éclatèrent, des téléphones cliquèrent, une voix murmura « Oh mon Dieu !» Mais Aurore ne bougea pas. Pas encore. Elle se leva, lentement, avec une grâce qui contrastait avec le chaos autour d'elle. Sa jupe déchirée flottait comme un drapeau en lambeaux. Elle planta son regard dans celui de Julien, qui attendait des larmes, une fuite, une capitulation. À la place, il vit une immobilité absolue, celle qui précède les tempêtes. Sa voix, quand elle s'éleva, était ferme comme la pierre. 60 secondes, Julien. C'est le temps qu'il te reste pour partir. La cantine se figea. Les rires s'éteignirent. Julien ricana, mais le son était fragile, mal assuré. À 50 secondes, son sourire vacilla. À 40, un de ses amis, Théo, un garçon robuste au regard nerveux, s'avança, pensant peut-être sauver la face de son chef. Il tendit la main vers l'épaule d'Aurore. Ce fut sa dernière erreur. En un éclair, Aurore pivota, saisit son bras et, utilisant son propre élan, le fit basculer au sol dans un mouvement fluide, presque chorégraphié. Théo s'écrasa avec un bruit sourd, son souffle coupé. La foule retint son souffle. Julien, furieux, s'avança à son tour, les poings serrés. Aurore attrapa son poignet avant qu'il ne puisse la toucher, son autre main visant son sternum avec une précision chirurgicale. Pas assez fort pour blesser, juste assez pour le faire plier. Il s'effondra à genoux, haletant, les yeux écarquillés. « S'il te plaît, » murmura-t-il, la voix brisée, « arrête. » Aurore recula, mains levées, son souffle régulier. La salle était un tombeau de silence. Les téléphones continuaient de filmer, capturant non pas une bagarre, mais une révolution. En 60 secondes, Aurore Dubois avait transformé une tentative d'humiliation en un acte de défi, et le lycée Saint-Victor ne serait plus jamais le même. La cantine du lycée Saint-Victor, d'ordinaire bruyante, était devenue un théâtre de silence oppressant, comme si l'air lui-même retenait son souffle après l'incident. Aurore Dubois, debout, la jupe déchirée flottant comme une bannière abîmée, avait transformé une tentative d'humiliation en un acte de défi. Julien Lefebvre, le fils du député, gisait à ses pieds, haletant, son arrogance brisée en 60 secondes. Mais ce moment, aussi puissant fût-il, n'était qu'un début. Les murmures reprirent. Plus insidieux, plus venimeux,
et Aurore sut que la tempête ne faisait que s'annoncer. Elle n'avait pas cherché la gloire, encore moins la vengeance, mais en défiant Julien, elle avait allumé une lumière dans l'ombre, une lumière que certains voulaient à tout prix éteindre. Pourtant, dans ce chaos naissant, elle trouva des alliés inattendus, des murmures d'espoir, et une force qu'elle n'avait pas encore pleinement mesurée. Ce n'était pas une victoire, pas encore. C'était une résistance, tissée dans le silence, forgée dans la discipline, et portée par une volonté de ne pas disparaître. Les jours suivants, le lycée sembla se diviser en deux mondes. D'un côté, les couloirs bruissaient de rumeurs, de regards en coin, de téléphones qui capturaient à chaque mouvement d'Aurore comme si elle était une énigme à disséquer. De l'autre, un silence pesant s'installait autour d'elle, celui des élèves qui détournaient les yeux, des professeurs qui feignaient à l'ignorance, et des amis de Julien qui attendaient à leur revanche. Son casier devint une cible, un matin, elle le trouva couvert de graffitis, « Marseillaise, rentre chez toi ». Écrits à l'encre noire, l'odeur âcre du marqueur flottant encore dans l'air. Le lendemain, ses devoirs de mathématiques, soigneusement rangés dans un classeur, avaient disparu, remplacés par une banane écrasée qui tachait ses notes. Elle ne dit rien, ne se plaignit pas. Elle nettoya le casier, réécrivit ses devoirs, et continua de marcher, dos droit, regard fixé devant elle. Mais chaque incident, chaque mot murmuré dans son dos, était consigné dans son carnet secret, celui qu'elle gardait dans une poche intérieure de son sac, avec les poèmes anonymes trouvés dans la bibliothèque. Ce carnet devenait son encre, un témoignage qu'elle n'imaginait pas les blessures, qu'elle n'était pas folle, qu'elle existait bel et bien. Julien, lui, ne reparut pas immédiatement. Suspendu pour 3 jours, il était absent des couloirs, mais son ombre planait encore. Ses amis, menés par Théo, le garçon qu'Aurore avait mis à terre, veillaient à maintenir son emprise. En classe de sciences, Théo s'assit juste derrière elle, son souffle bruyant dans son cou, murmurant à son voisin, « Elle croit qu'elle peut jouer les durs, mais elle va craquer. » Aurore ne tourna pas la tête. Elle traça des lignes droites sur son cahier, calculant des formules chimiques avec une précision mécanique. Mais à l'intérieur, une tempête grondait, pas de rage, mais de clarté. Elle savait que ce n'était pas un jeu d'adolescent. C'était une guerre d'usure, un test pour voir combien de temps elle tiendrait avant de plier. Et elle refusait de plier. Chaque soir, après les cours, Aurore s'échappait dans un parc municipal à quelques rues de chez elle. Sous la lueur pâle des réverbères, entourée d'érables aux feuilles rougies par l'automne, elle s'entraînait. Elle avait appris les arts martiaux à Marseille, dans un petit dojo communautaire où un ancien champion, Monsieur Karim, lui avait enseigné non pas à se battre, mais à se tenir debout. Jab, esquive, pivot, coup de coude, chaque mouvement était une prière silencieuse, un moyen de canaliser la pression qui s'accumulait dans ses poumons. Elle frappait l'air, ses baskets glissant sur l'herbe humide, son souffle formant de petits nuages dans la fraîcheur du soir. Sa mère, Sophie, pensait qu'elle faisait ses devoirs ou dormait. Aurore la laissait croire que tout allait bien, parce que les mots ne pouvaient pas contenir la marée qui montait en elle. Mais le mouvement, lui, le pouvait. Chaque coup, chaque pas, était une promesse, elle ne se laisserait pas effacer. Un soir, alors qu'elle s'entraînait, une silhouette apparut à l'orée du parc. C'était Camille, une fille discrète de sa classe de littérature, aux lunettes rondes et aux cheveux noirs noués en une tresse serrée. Camille l'avait avertie de Julien dès le premier jour, un murmure rapide dans un couloir. Elle s'approcha, tenant un thermos de thé à la menthe. « Je t'ai vu » dit-elle, sa voix tremblante mais résolue. « Je passe par ici tous les soirs pour rentrer chez moi. »« Tu fais ça tous les jours ?» Aurore s'arrêta, essuyant la sueur de son front. « Presque. » Camille tendit le thermos. « Osso. Tu n'as pas peur qu'il te filme encore ?» Aurore haussa les épaules. Ils filment déjà tout. Autant leur donner quelque chose qui vaut la peine d'être vu. Camille esquissa un sourire, le premier qu'Aurore voyait sur son visage. « Tu es différente » murmura-t-elle. « Moi, j'ai toujours eu peur de me faire remarquer. » Aurore prit une gorgée de thé, la chaleur apaisant sa gorge.
Moi aussi, avant. Mais la peur, ça ne protège pas. Ça enferme. Le lendemain, une nouvelle figure entra dans l'orbite d'Aurore. Léo, un garçon de seconde au regard timide aux cheveux châtains en bataille, toujours armé d'un appareil photo qu'il portait autour du cou comme un talisman. Il l'aborda dans la bibliothèque, où elle feuilletait à nouveau le carnet de poèmes anonymes. « J'étais là, hier, au parc. » dit-il, rougissant. « J'ai pris une photo. Sans le vouloir, je te jure. » Il lui montra l'écran de son appareil. Une image d'Aurore, en plein mouvement, son corps capturé dans un élan gracieux, la lumière du réverbère dessinant une auréole autour d'elle. « C'est magnifique, murmura-t-il. Je ne l'ai pas publié, mais... Je me disais que tu devrais la voir. Aurore fixa la photo, troublée. Elle n'avait jamais vu son propre corps ainsi, fort, précis, vivant. Garde-la, dit-elle finalement. Mais ne la montre à personne. Pas encore. Léo hocha la tête, et quelque chose passa entre eux, une alliance fragile mais réelle. Cette photo, pourtant, ne resta pas secrète. Quelques jours plus tard, elle apparut sur un compte Instagram anonyme, accompagnée d'une légende. La guerrière de Saint-Victor s'entraîne pour la guerre. Aurore sut immédiatement que ce n'était pas Léo, ses yeux paniqués lorsqu'elle le confronta dans un couloir le confirmèrent. « Je l'ai montré à un ami, avoua-t-il, la voix brisée. Juste un. Il a dû. Je suis désolé. » La vidéo virale de la cantine avait déjà fait d'Aurore une cible, cette photo en fit une légende. Les commentaires déferlèrent, certains la qualifiaient de héroïne, d'autres de menace, d'autres encore riaient, disant qu'elle jouait à Bruce Lee dans un parc de banlieue. Aurore ferma son téléphone, le posa face contre table, et ferma les yeux. La honte d'être vue, d'être exposée, menaçait de l'engloutir. Mais elle roula les épaules, se leva, et sortit dans la nuit pour s'entraîner encore, parce que s'arrêter maintenant serait admettre qu'ils avaient gagné. Au lycée, les attaques s'intensifièrent. Son casier fut à nouveau vandalisé, cette fois avec un dessin grossier d'une fille en tenue de karaté, entourée de palmiers, comme si elle venait d'une jungle imaginaire. Ses notes de chimie disparurent, retrouvées plus tard dans une poubelle des toilettes garçons, déchirées en confettis. En classe de littérature, une fille aux boucles blondes, Élodie, murmura assez fort pour être entendue. Elle croit qu'elle peut jouer les durs, mais elle ne tiendra pas un mois. Aurore ne répondit pas. Elle griffonna un vers du carnet anonyme sur son cahier. Criait sans bruit. Bur. Cela devint son mantra. Mais un jour, en traversant un couloir, elle croisa Julien, de retour de sa suspension. Il ne dit rien, mais son regard, froid et calculateur, promettait que la partie n'était pas finie. Il passa près d'elle, son épaule frôlant la sienne, et murmura. « Tu es sur ma liste, maintenant. » Aurore ne flancha pas. Elle le fixa, comptant mentalement les secondes, 5, 10, 15, jusqu'à ce qu'il tourne au coin du couloir. Puis elle expira, lentement, comme si elle relâchait un poison. Ce fut Camille qui planta la première graine de résistance. Un après-midi, dans la bibliothèque, elle glissa une note sur la table d'Aurore. On pourrait faire quelque chose. Pas juste encaisser. Aurore leva les yeux. Quoi, exactement? Camille hésita, puis murmura. Un endroit où les gens comme nous, ceux qui se sentent invisibles, pourraient parler. Se défendre. Être ensemble. Aurore réfléchit, les mots du carnet anonyme résonnant dans sa tête. Un cercle. Dit-elle finalement. Un cercle de courage. Camille sourit, un vrai sourire cette fois, et Léo, qui les écoutait depuis une table voisine, ajouta. Je peux faire des affiches. Discrètes, mais... Vous savez, efficaces. Aurore hocha la tête. D'accord. Mais on commence petit.
La première réunion du cercle de courage eut lieu dans un coin du gymnase auxiliaire, sous des néons qui grésillaient et une odeur de tapis imbibés de sueur. Ils étaient 5, Aurore, Camille, Léo, Clara, une seconde timide qui parlait à peine, les yeux toujours baissés, et Madame Claire, une professeure de littérature aux cheveux poivre et sel et au regard perçant, qui avait accepté d'être leur conseillère. « Je ne suis pas une experte », commença Aurore, debout au centre du cercle. « Mais je sais ce que c'est de marcher dans un couloir en se demandant si on en sortira intact. On n'est pas là pour se battre. On est là pour apprendre à ne pas être brisé. » Clara leva les yeux pour la première fois, et Aurore sentit un frisson la parcourir, pas de peur, mais de responsabilité. Les semaines suivantes, le cercle grandit. 10 élèves, puis 15. Ils apportaient des tapis de yoga, des baskets usées, des silences lourds de blessures invisibles. Aurore adapta ses entraînements, mêlant des exercices de respiration à des techniques de défense simples. Chaque réunion commençait par une question: quand avez-vous réalisé que vous n'étiez pas en sécurité? Parfois, personne ne répondait. Parfois, trop de voix s'élevaient. Léo apporta un appareil photo, documentant les moments où le groupe riait, où Clara apprenait à pivoter sans trébucher, où Camille écrivait des affirmations qu'elle glissait dans les sacs des autres. Madame Claire, toujours présente, observait avec un mélange de fierté et de prudence. « Vous construisez quelque chose de rare », dit-elle un jour à Aurore. « Mais soyez prudente. Les puissants n'aiment pas qu'on touche à leurs règles. » Un après-midi, dans un couloir désert, Aurore croisa à nouveau Julien. Il était seul, pour une fois, sans sa cour. Il s'arrêta, les mains dans les poches, son sourire habituel absent. « Tu penses que tu as gagné ?» dit-il, sa voix basse, presque intime. Aurore soutint son regard. « Je ne joue pas à ton jeu, Julien. » Elle fit un pas vers lui, juste assez pour que son ombre touche ses chaussures. « Mais si tu veux continuer, je suis là. Pas de poing, pas de cri. Juste moi, qui ne bouge pas. » Il cligna des yeux, déstabilisé, et pour la première fois, Aurore vit quelque chose vaciller dans son regard, pas de la peur, mais un doute, une fissure dans son armure. Il tourna les talons et partit. Ce soir-là, sous les réverbères du parc, Aurore s'entraîna avec une intensité nouvelle, chaque mouvement plus précis, plus assuré. Elle n'était plus seulement en train de survivre. Elle construisait quelque chose, un espace où le silence ne serait plus une arme, mais un refuge. Le cercle de courage n'était plus un simple murmure dans les couloirs du lycée Saint-Victor. Ce qui avait commencé comme un refuge fragile dans un coin de gymnase était devenu une force vive, un réseau de voix et de corps refusant de se plier sous le poids du silence. Aurore Dubois, celle que l'on avait surnommée la Marseillaise avec mépris, se tenait désormais au centre d'un mouvement qui grandissait bien au-delà des murs du lycée. Mais la lumière qu'elle avait allumée attirait aussi les ombres. Julien Lefebvre, suspendu après l'incident de la cantine, revenait avec une intention trouble, rédemption ou manipulation. Les murmures d'espoir se mêlaient à ceux de la méfiance, et Aurore, plus que jamais, devait naviguer entre la force qu'elle avait bâtie et les tempêtes qui menaçaient de l'engloutir. Ce n'était plus une question de survie, mais de construction, d'un espace où personne ne devrait apprendre à disparaître pour exister. Et dans cet espace, elle découvrit que le vrai courage n'était pas de fermer les portes, mais de savoir quand les ouvrir. Le cercle de courage comptait désormais 40 membres. Les réunions, autrefois discrètes dans le gymnase auxiliaire, avaient migré vers le gymnase principal, sous les néons éclatants et l'odeur persistante de cire à parquet. Les tapis de yoga s'alignaient en cercles imparfaits, portés par des élèves qui arrivaient avec des baskets usées, des carnets remplis de mostus, et des silences lourds de blessures invisibles. Aurore menait chaque séance avec une autorité calme, guidant des exercices de respiration, des mouvements de défense simples, et des discussions où chacun pouvait parler, ou se taire, sans crainte. Clara, la seconde timide qui osait à peine lever les yeux au début, apprenait à pivoter sans perdre l'équilibre. Léo, l'apprenti photographe, documentait les progrès du groupe, capturant des instants où le rire perçait l'attention. Camille, toujours à ses côtés,
glissait des affirmations manuscrites dans les sacs des autres. Tu es assez. Tu es vu. Madame Claire, leur professeure de littérature et conseillère, observait depuis le bord, un sourire discret mais fier sur les lèvres. Vous ne changez pas seulement des vies, dit-elle un jour à Aurore. Vous changez une culture. Mais attention, Aurore. Les cultures se défendent comme des bêtes blessées. La nouvelle de l'incident de la cantine et de la photo virale d'Aurore s'entraînant dans le parc avait dépassé les frontières du lycée. Une invitation arriva, portée par Madame Claire après un cours. Le Conseil régional pour la sécurité des jeunes souhaitait qu'Aurore présente le cercle de courage lors d'une conférence à Bordeaux. Ils ont vu les vidéos, expliqua Madame Claire, ses yeux brillants d'excitation contenue. Ils ont lu les articles. Ils veulent entendre ton histoire. Aurore sentit son estomac se nouer. Parler en public, devenir un symbole, signifiait perdre le contrôle de son récit. Elle avait vu ce qui arrivait quand les histoires devenaient des performances, quand le courage était consommé comme un produit. Je ne veux pas être une héroïne, murmura-t-elle à Camille ce soir-là, sous les réverbères du parc. Camille, tenant son éternel thermos de thé, haussa les épaules. Tu n'es pas une héroïne. Tu es un miroir. Tu nous montres qu'on peut être vu sans avoir à crier. La conférence eut lieu dans un centre de congrès aux grandes baies vitrées, où des rangées de chaises impeccables accueillaient des enseignants, des conseillers, des élus locaux. Aurore, backstage, ajustait sa chemise bleu marine, un choix de Léo, qui avait insisté pour quelque chose de simple mais fort. Son reflet dans un miroir des coulisses semblait plus grand qu'elle ne se sentait. Sa mère, Sophie, était dans le public, en blouse d'infirmière, son badge encore accroché, les yeux pleins d'une fierté silencieuse. Quand l'animateur prononça son nom, un applaudissement poli traversa la salle, suivi d'un silence expectant. Aurore monta sur scène, le micro trop froid, les lumières trop blanches. Elle prit une inspiration, cherchant le silence familier qu'elle avait appris à habiter. Puis elle parla. « Je ne suis pas ici parce que je suis brave », commença-t-elle, sa voix claire, posée. « Je suis ici parce que j'en ai eu assez d'avoir peur. On m'a dit de me taire, de me faire petite, de ne pas gêner. Mais j'ai appris que la sécurité ne vient pas de l'obéissance. La sécurité, c'est refuser de disparaître. » La salle se pencha vers elle, suspendue à ces mots. Elle raconta l'incident de la cantine, non comme un triomphe, mais comme une nécessité. J'ai combattu parce que quelqu'un a posé les mains sur moi, devant des témoins, et que j'ai compris que si je ne me levais pas, je serais effacé à jamais dans cet instant. Derrière elle, un écran projeta des images du cercle de courage, des silhouettes sans nom, des mains unies, une bannière portant les mots « Nous protégeons ce qu'ils ont essayé d'effacer ». Nous ne voulons pas nous battre, conclut-elle. Nous voulons arrêter de nous cacher. L'applaudissement qui suivit n'était pas seulement poli. Il était vivant, vibrant, comme un orage libérateur. Cette nuit-là, le clip de son discours atteignit 1 million de vues. Mais au lycée, la tempête ne s'apaisait pas. Julien revint après sa suspension, plus discret, mais toujours auréolé de son nom de famille. Il ne reprenait pas sa place au centre de la cantine, mais son regard, lorsqu'il croisait celui d'Aurore, restait chargé d'une intensité indéchiffrable. Un jour, il apparut à l'entrée du gymnase pendant une réunion du cercle. Le silence tomba comme une lame. Camille se raidit, murmurant « Il n'a rien à faire ici ». Clara baissa les yeux, ses mains tremblantes. Léo, appareil photo en main, fronça les sourcils. Aurore se leva, traversa le gymnase, ses pas résonnant sur le parquet. « Qu'est-ce que tu veux, Julien ?» demanda-t-elle, la voix basse mais ferme. Il baissa les yeux, ses mains enfoncées dans les poches de son sweat. « Je veux rejoindre. » Un murmure parcourut le groupe. Camille explosa.
Après tout ce qu'il a fait, il a construit ce qu'on essaye de réparer. Aurore ne répondit pas tout de suite. Elle fixa Julien, cherchant dans ses yeux une vérité, un indice. Pas d'excuses, dit-elle enfin. Juste des efforts. Elle s'écarta, laissant l'espace ouvert. Julien nota son souhait, s'avança sur le tapis et rejoignit le cercle, sous les regards méfiants. Les semaines suivantes furent un exercice de tension et de retenue. Julien restait en retrait, maladroit dans les exercices, trébuchant sur des mouvements que même Clara maîtrisait. Lorsqu'il tomba lors d'un entraînement au sol, un rire étouffé traversa le groupe. Aurore leva la main. Ici, on ne rit pas de ceux qui essaient. Le silence revint, plus lourd, mais plus juste. Julien ne parla pas beaucoup, mais il écoutait. Il rangeait les tapis sans qu'on le lui demande, corrigeait ses erreurs sans discuter. Léo fut le premier à lui adresser un signe de tête approbateur. Camille, elle, gardait ses distances, mais cessait de tressaillir lorsqu'il entrait. Aurore l'observait, non comme une professeure, mais comme une témoin, traquant les signes d'un changement qu'elle n'était pas sûre de croire. Un matin, le lycée s'éveilla dans une agitation nouvelle. Léo courut vers Aurore, son téléphone à la main, montrant un article du Chronique de Saint-Victor. Le titre, en gras, du rival au reconstructeur, Julien Lefebvre rejoint le mouvement qu'il a tenté de détruire. Une photo floue le montrait ajustant un tapis dans le gymnase, Aurore en arrière-plan, bras croisés, l'observant sans hostilité mais sans chaleur. L'article devint viral, partagé par des blogueurs, des activistes, même un député local. Certains louaient une rédemption, d'autres criaient à la mise en scène. Julien aborda Aurore après l'entraînement, le visage tendu. « Je n'ai pas demandé cet article. Quelqu'un a pris la photo pendant une séance ouverte. Je ne veux pas qu'on pense que je fais ça pour me racheter une image. » Aurore le fixa. « Ils penseront ce qu'ils veulent. Tu ne leur dois rien. Continue, c'est tout. » Il hocha la tête, et pour la première fois, elle vit dans ses yeux non pas de la honte, mais une résolution fragile. Une lettre anonyme arriva peu après, glissée sous la porte du gymnase. Écrite à l'encre bleue, tremblante, « Je suis d'un autre lycée. Ils m'ont fait du mal, moi aussi. Grâce à vous, je commence à parler. Merci. » D'autres suivirent, certaines tapées, d'autres tachées de larmes, une ornée d'autocollants en forme d'étoile. Une fille, Émilie, raconta à son conseiller qu'elle avait été agressée dans une salle de musique l'année précédente, et que le cercle lui avait donné le courage de le dire. Le mouvement d'Aurore devenait un signal, un écho qui touchait d'autres lycées, d'autres vies. Elle gardait chaque lettre dans une boîte métallique sous son lit, avec le carnet de poèmes, une photo d'elle et sa mère à Marseille, et un porte-clés cassé qu'elle portait le jour de son arrivée à Saint-Victor. La remise des diplômes arriva sous un ciel brûlant, sans un souffle de vent. Aurore, en toge et toque, se tenait derrière le rideau, entourée de camarades qui, autrefois, l'ignoraient. Aujourd'hui, ils la saluaient, certains applaudissaient lorsqu'elle reçut un prix pour son leadership. Sophie, au premier rang, serrait un mouchoir qu'elle n'utilisa jamais. Julien, assis au fond, loin des loges réservées aux Lefebvre, applaudit discrètement. Aurore traversa la scène, son diplôme en main, mais elle portait plus que du papier. Elle portait chaque élève qui avait marché dans les couloirs avec peur, chaque voix qui avait appris à dire non, chaque blessure qui ne laissait pas de marque visible. L'idée d'un camp d'été, baptisé « Résilience élevée », naquit d'une suggestion de Léo, murmurée entre deux étirements. Et si on faisait ça à plein temps ? Des randonnées, des cercles de parole, des feux de camp. Camille proposa le nom, Aurore le scella. En un mois, le projet devint une association à but non lucratif, soutenue par une subvention inattendue, 30 000 €, versée anonymement par une fondation privée. Aurore trouva l'enveloppe après une séance, glissée dans son sac. Pas de note, juste une ligne tapée. Pas besoin de me remercier. Faites que ça compte.
Elle sut que c'était Julien, mais elle ne dit rien. Le camp ouvrit ses portes dans une clairière entourée de pins, sous un soleil éclatant. Pas de cérémonie, juste des tentes, un lac scintillant, et une arche en bois portant l'inscription. Résilience élevée. Viens comme tu es, pars en sachant qui tu es. Aurore arriva avant le premier bus, en short cargo, les paumes calleuses. Sophie apporta des chaises pliantes, Léo une playlist, Camille des fiches alimentaires. Une fillette de 12 ans, les yeux pleins d'une peur sans mots, demanda « C'est un endroit sûr ?» Aurore s'accroupit, croisant son regard. « Ce n'est pas magique, mais c'est à nous. » Ce soir-là, sous un ciel rougeoyant, Aurore noua les cordes d'une tente, les rires des campeurs montant autour d'elle. Elle murmura, comme une prière, « Ils ont essayé de me détruire en public, alors j'ai construit quelque chose qu'ils ne peuvent enfin pas détruire, sous leurs yeux. » Ce n'était pas une fin, mais un commencement, une porte ouverte pour tous ceux qui apprendraient à tenir debout, ensemble, sans crainte du silence. L'histoire d'Aurore Dubois dans Une déchirure dans le silence est une puissante leçon de résilience et de courage face à l'adversité. Confrontée à l'humiliation et à l'isolement dans un lycée où le pouvoir et le privilège dictant les règles, Aurore refuse de se plier. Sa réponse, mesurée mais ferme, montre que la véritable force ne réside pas dans la vengeance ou la violence, mais dans la capacité à se tenir debout, à refuser de disparaître. Cette histoire résonne profondément dans la culture française, où l'individualité et la dignité personnelle sont des valeurs chères, mais où le collectif peut parfois étouffer les voix dissidentes. Aurore incarne l'idée que chacun a le droit d'exister pleinement, sans se conformer à des attentes oppressantes. Pour ma vie quotidienne, cette histoire m'enseigne l'importance de la persévérance et de la solidarité. Face aux injustices, petites ou grandes, il est crucial de documenter, de parler, de créer des espaces où les autres peuvent trouver du soutien. Comme Aurore, je veux apprendre à transformer la douleur en action constructive, à bâtir des ponts plutôt que des murs. Cela signifie écouter ceux qui souffrent en silence, offrir un refuge, et reconnaître que le changement commence par un acte de courage, même modeste. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Cliquez sur « J'aime », diffusez-la sur vos réseaux, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de récits inspirants. Laissez un commentaire pour nous dire ce que cette histoire a éveillé en vous. Ensemble, brisons le silence et construisons un monde où chaque voix compte.